agit, en tout cas. Ben, écoutez, une guerre qui fait penser à quasiment l'attaque du 7 décembre 41. Ben, je vous dirais, le président américain, le président W. Bush aura certainement les mots faciles dans un discours. Il pourrait dire, on a déclaré qu'il y a eu un jour de l'infamie le 7 décembre 1941. Mais Charles-Philippe, vous analysez ces choses-là quand même depuis un bon moment. Est-ce que même dans vos cauchemars les plus terribles, vous pouviez penser que ça allait arriver comme ça un jour? Ben, je voyais Tom Clancy qui est interviewé à CNN, et même Tom Clancy, je pense, dirait, moi, quand j'ai écrit mes romans, c'était, bon, de la fiction réaliste, cependant, parce que chaque événement qui se passe là, au fond, a pu être réalisé. Alors, ce qui semble incroyable, c'est que 5 avions puissent être kidnappés. À mon avis, les terroristes ont dû prendre le contrôle complètement de l'avion. Je ne peux pas croire que 5 pilotes soient d'accord de faire une opération kamikaze. Suicide, ben oui. Alors, ils ont tué les pilotes, c'est pas possible. Les pilotes, en toute conscience, dirigeraient pas leur avion vers le World Trade Center en sachant qu'ils condamnent des milliers de gens à la mort. Ils préféreraient détourner leur avion eux-mêmes. Alors, ils ont dû être tués et remplacés par des terroristes bien entraînés qui ont mené ces actions-là. Qui savent piloter des gros porteurs commerciaux, hein, c'est pas rien, ça. C'est pas rien, mais si on se prépare, je lis ici et là des dépêches de gens qui connaissent bien ces choses-là et qui affirment que ce n'est pas si compliqué que ça de prendre les commandes d'un avion. Mais alors, l'autre question que ça soulève, c'est comment ces gens-là ont pu entrer dans ces avions-là, alors que les mesures de sécurité aux États-Unis et au Canada aussi sont parmi les plus sévères au monde. Simultanément dans 5 avions depuis 5 destinations, enfin 3 destinations, ça paraît absolument incroyable. Ça dépasse. Alors, même Tom Clancy, je pense que je vous répondrai, écoutez, M. Craig, la réalité vient de dépasser la fiction. Alors, Charles-Philippe, il va falloir suivre de très près ce qui va se passer aux États-Unis et en Europe et évidemment au Proche-Orient, si tant est que la piste du Proche-Orient s'avère la bonne piste. Merci, Charles-Philippe. J'en prie, Pierre. On va se rendre à l'aéroport de Dorval, je crois bien maintenant, où Jean-Hugues Roy va nous annoncer qu'on évacue, Jean-Hugues, l'aéroport. Tout à fait, Pierre, ça vient tout juste d'arriver. Il y a peut-être 1 minute, 2 minutes à peine. Les employés de l'aérogare commencent à quitter. Je crois que ça n'a peut-être même pas été encore annoncé aux voyageurs qui sont encore à l'intérieur. Alors, on se demande comment on est censé attendre des avions là, qui ne pourront pas atterrir aux États-Unis. On les attend ici à Dorval. On se demande comment on va traiter les passagers si on évacue l'aéroport. C'est des questions qui restent encore à poser. Mais donc, un peu plus tôt aujourd'hui ici, donc c'était un peu le chaos et plusieurs voyageurs qui s'en allaient non seulement aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde qui n'ont pas pu décoller. Et puis des gens qui allaient aussi au Canada. On a ici avec nous Chantal Lonjidang, une résidente d'Edmonton qui est coincée à Montréal. Madame Lonjidang, racontez-nous un peu votre journée. Oui, bonjour. Moi, je suis arrivée ici à 10 h. Alors, j'ai un vol qui était cédulé pour 13h55. Alors, je suis arrivée de bonne heure parce que je partais quand même du nord de la ville, à Laval. Fait que quand je suis arrivée, avant ça, même avant de partir de chez nous, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, les avions qui sont tombés. Puis j'ai appelé, les lignes étaient occupées, il n'y avait pas moyen d'avoir quelqu'un. J'ai dit, je prends une chance, je vais à l'aéroport. Oui, est-ce qu'on vous a informé ici? On ne m'a pas rassuré non plus. Les agents de la compagnie pour laquelle, les agents d'Air Canada ne savaient pas trop qu'est-ce qui se passait, l'incertitude. Alors, il a fallu que moi, j'appelle mes amis, ma famille pour leur annoncer que je ne pouvais pas voyager justement à cause de la situation. On ne sait pas. J'ai essayé d'avoir un autre vol, un vol prochain. On ne sait pas. On ne me rassure pas plus. Fait que c'est pas rassurant. Les vols intérieurs canadiens étaient annulés jusqu'à 14 h, mais là, on vient d'apprendre que c'est pour toute la journée. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, je ne sais pas. Je vais juste attendre comme tout le monde et puis savoir qu'est-ce qu'il en est pour les prochaines heures. C'est quand même une situation incertaine. Oui, et j'aime pas ça beaucoup. Merci beaucoup, Mme Lonjidang. Alors, l'exemple de Mme Lonjidang est un parmi tant d'autres. Il y a plusieurs voyageurs. Donc, on en a rencontré un peu plus. On a rencontré d'autres ce matin, incluant un voyageur qui allait en Australie et qui était en vol lorsqu'il a appris ce qui s'était passé aux États-Unis et qui est revenu à Montréal. On peut écouter donc 2 personnes. Vous étiez en vol? On était en vol. Après 1 heure de vol, le commandant dit on va retourner pour Montréal. On ne peut pas atterrir aux États-Unis. Il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. J'ai peur aux représailles, je sais pas, et ça va-tu déclencher une autre guerre ou ils vont-tu faire sauter une grosse bombe en quelque part, une bombe atomique en titre de représailles? Je sais pas, j'ai aucune idée, mais ce qui me fait peur, c'est les lendemains de ça.
Mais il n'y a quand même pas de panique, hein? Il y a Ouais. une certaine inquiétude, là. Beaucoup d'inquiétude. Peut-être un petit peu d'angoisse, mais il n'y a pas de panique, là, pour l'instant. Pas de panique du tout. On a, par ailleurs, avant d'évacuer l'aérogare, on a évacué le chantier derrière nous et derrière moi, ici, d'agrandissement de l'aéroport de Dorval, qui a été évacué par mesure préventive aussi aujourd'hui. Donc, si les gens doivent voyager aujourd'hui, eh bien, restez chez... Le seul conseil qu'on peut leur donner, c'est de rester chez eux. Merci, Jean-Hugues. Je vous en prie, Pierre, au revoir. On va revenir donc sur les événements de la matinée avec des images. Tout commence vers 8h48 à New York. Il y a un avion commercial, un premier avion commercial qui percute une des deux tours du World Trade, une des deux tours du World Trade Center. Vous le voyez très bien. 18 minutes après, il y a un deuxième avion, vous venez de voir l'explosion, un deuxième avion qui percute la deuxième tour du World Trade Center. Bien sûr, dans les rues, c'est la panique. Il y a même des gens qui nous ont dit, Claude Deschênes qui était sur place nous a dit qu'il avait vu des gens qui sautaient littéralement de certaines fenêtres du World Trade Center. World Trade Center, c'est 110 étages chaque tour, 40 000 personnes qui y travaillent, 150 000 personnes qui peuvent s'y rendre à chaque jour. Et là, ça a été l'horreur complète parce qu'une des deux tours du World Trade Center s'est effondrée d'abord et quelques temps après, la deuxième tour du World Trade Center s'est effondrée. On vient de me remettre une dépêche. Il faut toujours faire attention à ces choses-là, tant que c'est pas précis, mais une dépêche qui dit que selon des très hauts gradés de la police de New York, le nombre des personnes tuées ou blessées pourrait atteindre des milliers. On parle de milliers de morts, de personnes blessées à New York. Toute circulation, métro, autobus, voiture est complètement bloquée à New York. Et on le sait, New York, c'est une ville où des gens viennent y travailler, des gens qui peuvent habiter très loin. Ça va causer des problèmes immenses à tout le monde. Les gens sont angoissés, sont paniqués. Ben, vous le voyez, on se penserait littéralement à Beyrouth. À Beyrouth, à une autre époque d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus calme maintenant. C'est vraiment pas des images qu'on penserait voir aux États-Unis, mais c'est pas seulement à New York où il y a eu une série d'attentats, il y en a eu également à Washington. Il y a un autre avion qui a percuté le Pentagone, qui est le département américain de la Défense, et c'est un autre immense édifice à Washington, un édifice où de 20 à 25 000 personnes travaillent tous les jours. Il y aurait eu là aussi des morts et des blessés. Bien sûr, on attend des nouvelles des services de santé pour savoir comment les blessés et à New York et à Washington ont pu être traités. Il y a eu maintenant un quatrième avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Les détails sont difficiles à obtenir, mais ce qu'on sait des compagnies aériennes, c'est qu'au minimum, 158 passagers qui étaient à bord de l'un ou l'autre de ces 4 avions dont on parle sont morts dans l'écrasement de ces avions-là. Tous les aéroports aux États-Unis sont complètement bouclés, on ne sait pas jusqu'à quand. Une partie du transport ferroviaire, Christine, est bloquée également. Si on revenait un peu aussi au Canada, dans la foulée de ce que disait Sébastien Beauvais tout à l'heure, l'ambassade des États-Unis à Ottawa, les 6 consulats américains au Canada ont été placés en état d'alerte maximale après les attentats de New York. L'ambassadeur américain au Canada, Paul Cellucci, a annulé tous ses rendez-vous prévus dans la journée. Les consulats américains d'Halifax, Québec, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver appliquent aussi des mesures de sécurité renforcées. Oui. On a refusé de fournir des détails quant à ces mesures qui seraient renforcées. Toutes les ambassades américaines à travers le monde font l'objet de sécurité renforcée depuis 9h30 ce matin. J'imagine que ça a été fait très rapidement. Je vous rappelle que pour les Canadiens qui auraient de la famille, des amis présentement à New York, eh bien, il y a un numéro de téléphone qu'on peut composer. Vous êtes inquiet, vous voulez savoir justement si vos amis vont bien. En tout cas, on peut essayer de vous aider et c'est le ministère des Affaires étrangères qui met ce numéro à votre disposition. C'est le 1-800-387-3124. Je le répète une autre fois, 1-800-387-3124. Un attentat dénoncé par tous les gouvernements dans le monde, presque tous les gouvernements. Vladimir Poutine, de même que tous les leaders européens, disent d'une même voix condamner ce qui est survenu ce matin et on dit qu'on va chercher le coupable où qu'il soit. L'Union européenne qui fait une réunion d'urgence ce midi pour voir comment on peut intervenir à la suite de ces éléments. Tony Blair qui est revenu d'urgence, évidemment, à Londres pour analyser tout ça, lui effectivement. Aussi. Vous avez parlé tout à l'heure... Il y a eu des évacuations à Londres, également, je pense bien. Tout ce qui touche les édifices qui pourraient potentiellement être la cible de terroristes. Vous avez parlé tout à l'heure des 4 appareils. C'est bien confirmé. C'est la FAA américaine qui a confirmé que 2 appareils de United Airlines et 2 appareils d'American Airlines ont effectivement été portés disparus ce matin. Et ce seraient ces appareils qui auraient été dirigés... Et on parle de gros porteurs. Ce sont des appareils commerciaux. On parle d'un Boeing 700.
qui reste à confirmer, Pierre, il y aurait de 10 à 15 avions qui seraient attendus ici à Mirabel, une quarantaine peut-être à Halifax. Donc, c'est l'Est du pays, l'Est du Canada qui sera vraisemblablement monopolisé ici pour accueillir ces gens-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement du Canada a annulé les vols en partance et en arrivée du Canada. Donc, il n'y a rien qui décolle. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi au moment où on se parle, il y a des gens qui arrivent, mais ce sont des gens qui arrivent de France par des vols d'Air Transat. Donc, ce sont les derniers vols officiels à atterrir ici à Mirabel et jusqu'à nouvel ordre. Donc, il n'y aura personne qui va décoller ou atterrir d'ici, des vols prévus. Oui. Évidemment, on se prépare pour accueillir les gens des États-Unis. Il y a même une information non confirmée selon laquelle un vol de British Airways serait en arrivance, donc bientôt pour Mirabel. Donc, on se prépare ici vraiment à accueillir tous ces gens-là, des gens qui n'étaient pas attendus, mais on va se débrouiller pour les accueillir. Jean, dans un premier temps, on disait que les aéroports seraient bouclés au Canada. On parle du Canada, bien sûr, jusqu'à 14 h cet après-midi. Mais là, on nous a dit, Daniel L'Heureux nous disait que ce serait pour toute la journée au moins. Oui, bien, c'est une directive ministérielle qui arrive, je ne sais pas si vous m'avez vu au téléphone, tantôt j'étais justement en contact avec les gens du ministère des Transports, donc on ne prend aucune chance de ce côté-là. Ce qui va arriver par contre, c'est qu'à Mirabel, on est équipé pour accueillir tous ces gens-là. Il y a des gens de la GRC qui sont en route également, selon des informations qui restent aussi à confirmer. On se donne un plan de match au niveau de la GRC pour, si vous voulez, préparer l'infrastructure d'accueil pour tous ces gens-là. Rien d'officiel pour l'instant, mais à la GRC, on nous dit qu'on communique avec nous au cours des prochaines minutes pour nous dire exactement comment tout ça va se dérouler. Donc, Mirabel fait partie du plan de match, si vous me passez l'expression, avec l'aéroport de Québec, Goose Bay et Gander, qui seront les 4 sites privilégiés pour accueillir vraiment ces visiteurs non attendus. Merci, Jean. Au revoir, Pierre. On va à Toronto maintenant rejoindre Marc Godbout parce qu'on s'est dit depuis le début que tout ça avait une influence probablement assez importante sur les bourses du monde, non seulement la bourse canadienne, mais la bourse mondiale. Marc, vous avez des détails là-dessus? Oui, absolument, parce qu'il faut dire que le World Trade Center, c'est pas rien, c'est quand même le centre financier de la planète. Alors, il y a beaucoup de gens qui retiennent leur souffle, beaucoup d'investisseurs. Il y a eu une espèce de mouvement de panique ce matin sur les marchés, en tout cas ceux qui étaient ouverts, parce qu'entre autres, et ça, il faut le dire, le secrétaire d'État au commerce aux États-Unis qui a annoncé, évidemment, que tous les marchés boursiers aux États-Unis étaient fermés. Les images que vous voyez là, ce sont des images qui ont été tournées dans le quartier financier de Toronto, tout près de la bourse de Toronto, qui a été fermée, je dois vous le dire, vers 10h50. Des gens quand même assez bouleversés. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Un communiqué qui a été mis il y a de ça environ 1 heure. Donc, la bourse qui dit tout simplement que les responsables suivront de près la situation et émettront un communiqué lorsqu'une décision sera rendue relativement à la reprise des activités. À la fermeture, donc, des bureaux de la bourse, l'indice composé, ce qu'on appelle le TSE 300, était en baisse de 293 points. Cela dit, quand il y a une situation comme celle-là qui se produit, c'est-à-dire situation de crise, et on l'a vu lors de la guerre du Golfe, entre autres, ce que les investisseurs font, c'est qu'ils se tournent, ce qu'on appelle vers des valeurs refuges. Donc, on parle du pétrole, de l'or. L'or est en hausse d'au moins 6 $ en ce moment. Le pétrole brut sur le marché de Londres est en hausse d'au moins 30 $. Ironiquement, ça, c'est une situation qu'on n'avait pas vue depuis, justement, le dernier attentat contre le World Trade Center. Bourse d'Europe rapidement, fortement en baisse. Il y a des titres de compagnies d'assurance, des banques et surtout des compagnies aériennes qui étaient en chute libre à la Bourse de Londres, qui a d'ailleurs été évacuée un peu plus tôt là-bas. En Allemagne, on a carrément suspendu les transactions sur les titres américains. Sao Paulo, qui est le centre financier de l'Amérique latine, a suspendu littéralement ses opérations. Pierre, il y a quand même une dimension humaine à tout cela. Vous avez vu les images tout à l'heure qui ont été tournées pas tellement loin de la Bourse de Toronto. Je vais vous en parler un peu parce qu'il y a beaucoup de gens à Toronto, de maisons de courtage qui sont habituellement en relation très, très étroite avec des gens à New York qui travaillent justement au World Trade Center. Donc, en d'autres mots, parfois des collègues de bureau, des gens avec qui on travaille à distance et avec qui on parle quotidiennement au téléphone pour voir un peu ce qui se passe au niveau des affaires mondiales. Je vais vous faire entendre 2 extraits d'entrevues qu'on a tournées un peu plus tôt aujourd'hui. Ça décrit assez bien le climat qui règne en ce moment sur Bay Street. It's a terrible tragedy. We have someone there at the World Trade Center this morning at a conference, and we haven't heard from him. And we're just going over to our other office to be with our other
fellow employees. We're just too devastated right now. I mean, there are probably 50,000 people at least who've just died, right? So, investments, I don't think is really what's important right now. Yeah. Oui, Marc. Très bien, oui. Oui, alors on parlait tantôt du prix du pétrole. Hein? C'est 3 $ de plus, hein? si je comprends bien, là. En fait, les prix du pétrole brut? Il y a une information tout à l'heure, on me disait que c'était plus 30 $. Alors peut-être que les choses ont évolué depuis, mais je dois vous dire qu'il y a des dépêches, évidemment, qui sont émises là, environ à peu près aux 30 secondes concernant les cours mondiaux. Oui. Marc, à Toronto, où vous êtes, on me dit, là, j'ai une dépêche devant moi, que la tour du CN a été fermée. Ça se peut très bien. Il y a des endroits quand même assez, je vous dirais, très ciblés qui ont possiblement été évacués tout simplement parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Et on se dit carrément que ça pourrait devenir éventuellement des cibles. Oui, il y a le tunnel qui relie Détroit à Windsor également qui a été fermé. Oui, ça, ce n'est pas une surprise. Donc, il y a sûrement des endroits très, très ciblés, des endroits stratégiques. Donc, on n'a pas voulu prendre de chance. On a dit, on ferme ça et on va attendre de voir un peu ce qui se passe. Essayons de vérifier côté pétrole, là, ça pourrait intéresser beaucoup de gens, ça. Parfait, oui, merci, effectivement. Marc. Salut Je bien. vous en prie, au plus tard. Oui, alors on nous dit que tous les postes frontières entre le Canada et les États-Unis, donc tous les postes frontières entre le Canada et les États-Unis viennent d'être fermés. C'est ce qu'on a indiqué aux Affaires étrangères aujourd'hui. Bon, si vous permettez, justement, il y a mon collègue Michel Jean qui a traversé la frontière canado-américaine il y a très, très peu de temps. Il va pouvoir nous parler de toute la sécurité qui a commencé à s'organiser. Michel, vous êtes là? Oui, bonjour Pierre. Est-ce que ça a été facile de traverser? Bien, assez facile, je vous dirais. On est passé, en fait, comme on avait déjà des informations à le fait que les postes frontaliers allaient être fermés, on a choisi de passer par un petit poste frontalier. On est passé, près de Armstrong, en Beauce. Une petite route secondaire, un petit poste frontalier dans un secteur tranquille. On a réussi à passer, je vous dirais, assez facilement. Il y a un douanier qui est venu nous demander des informations comme ça se fait habituellement. Il a voulu qu'on pénètre à l'intérieur du poste de douane pour prendre des renseignements supplémentaires. Ça, c'est pas une procédure habituelle, je dirais. Mais par la suite, il y a un autre douanier qui est venu nous dire, bon, OK, ça va, vous pouvez passer. Alors, ça a passé quand même assez bien, mais je vous dirais qu'on sentait quand même, d'une part, une certaine nervosité. Ouais. Et on sentait qu'on est quand même maintenant aux États-Unis et que les gens étaient concernés par la situation. Ben oui, justement, vous êtes d'une certaine manière dans la campagne américaine. Là, vous n'êtes pas près d'un milieu urbain. Comment les gens réagissent? Est-ce qu'ils sont aussi touchés ou moins touchés qu'en ville? Bien, on n'a pas encore eu le temps de parler avec des Américains parce qu'on est en route maintenant vers New York. On arrive, en fait, au moment où je vous parle, dans le secteur de Jackman, dans l'État du Maine. On va, à un moment donné, peut-être arrêter pour prendre le pouls des gens, mais de la réaction des douaniers, on voyait très bien que les gens étaient à tout le moins un peu touchés par ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pas nécessairement même pour les gens qui sont loin de tout ça, dans un petit secteur rural comme Jackman, dans l'État du Maine, les gens sont bien au fait de ce qui se passe. Mais pour ce qui est des réactions, là, on vous en donnera peut-être un peu plus tard. On reviendra à vous plus tard, Michel. Merci. Effectivement, plus tard, Pierre. Yvan Miville-Deschênes, on est encore sous le choc, je pense, tout le monde ici, là, sur le fait que les autorités de l'aviation civile américaine aient dit « Nous avons perdu le contrôle d'un certain nombre d'avions, au moins 4 avions, hein, je pense bien. » Oui, je pense que le bilan à cette heure-ci, on parle de 4 avions, les 2 qui ont percuté les 2 tours du World Trade Center ce matin. On commence à avoir les images de l'écrasement du Boeing 757 de la United, le vol 93, qui s'est écrasé tout près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ça, c'est l'avion qu'on recherchait un peu plus tôt, là, qui était à destination de San Francisco. Et bon, on sait qu'il y a eu un autre attentat là, dans le secteur du Pentagone à Washington. Au moment où on se parle, le ciel des États-Unis est presque vide. Ces avions-là ont été remplacés par le commandement militaire aérien américain. Il y a des AWAC, des avions radars, qui se sont installés un peu partout dans l'Est, au milieu et dans l'Ouest des États-Unis et qui, avec leur système, sont capables d'identifier chacune des cibles qui restent en vol et on fait des appels appropriés sur les bonnes fréquences pour rejoindre ces gens-là, pour s'assurer de leur identification. Oui, d'ailleurs, pendant que vous nous parlez, Yvan, à Miville, on a des images de Pennsylvanie. On ne voit pas très bien, mais on voit des images de cet avion qui s'est écrasé là en Pennsylvanie. Alors, c'est un de ceux-là. On sait que celui-là décollait de l'aéroport de Newark, en banlieue de New York. Oui. Et c'est lui qui s'est écrasé. Là, il était en route pour San Francisco. Alors, on peut facilement deviner qu'il y avait une centaine de tonnes de carburant à bord pour pouvoir traverser les États-Unis. On peut voir le cratère là, créé par l'impact. C'est assez impressionnant.
Autre nouvelle, le président des États-Unis a quitté la petite région de Sarasota en Floride et Air Force One se dirige maintenant vers la base de Barksdale en Louisiane, qui est un haut centre de commandement des États-Unis avec des chasseurs à cet endroit-là. Donc, le seul avion commercial ou de type commercial qui serait en vol, ce serait Air Force One à ce moment-ci? Oui, absolument. Et c'est pas tellement loin l'un de l'autre. Alors, il devrait se poser à la base de Barksdale parce qu'on sait que la Maison-Blanche a été évacuée. Donc, il ne peut pas retourner à ses bureaux normaux. Et on va nous aviser au cours des prochaines minutes de la destination d'Air Force One dès qu'il sera connu. On sait qu'un des premiers avions à avoir percuté l'une des deux tours ce matin à New York est le vol 11 de la société American Airlines qui partait de Boston pour Los Angeles. Et apparemment, le deuxième avion qui a percuté également l'autre tour venait également de Boston. Oui, et vous disiez, je veux revenir là-dessus, que les forces aériennes des États-Unis ont mis leurs avions radars dans les airs parce qu'on craint, on ne veut prendre absolument aucune chance, on n'a pas le droit de prendre de chance, on craint que d'autres attentats pourraient survenir. C'est possible. Alors, on sait qu'à partir de la salle de contrôle nationale du trafic aérien qui est située en banlieue de Washington, de là, sur un écran, on peut voir les cibles de tous les avions en vol aux États-Unis et même jusqu'au milieu de l'océan Atlantique, jusqu'au milieu de l'océan Pacifique et aussi loin que le nord du Canada. Et on a sécurisé, on commence à fermer l'espace aérien au fur et à mesure que les vols sont en mesure de se poser. J'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent qu'il y a plein de vols en provenance de l'Europe qui font route. Il y a peut-être 400 à 500 gros jets qui s'en viennent depuis l'Europe. On sait que présentement, il est tout près de 1 heure moins 10 minutes. Alors, normalement, le trafic qui quitte l'Europe le matin, vers les 10 heures, heure locale là-bas, va se présenter ici aux alentours de 2 heures, 3 heures l'après-midi. Et là, on va les répartir un peu partout dans les aéroports canadiens capables de recevoir ces avions-là. Mirabel est capable d'en recevoir des dizaines d'avions sans difficulté. Et il y a plein d'avions, dépendant de leur capacité en carburant, qui vont choisir de se poser peut-être aussi loin que le milieu du Canada pour ceux qui étaient à destination du milieu des États-Unis, par exemple dans la région de Minneapolis-Saint-Paul. Ceux qui allaient sur la côte ouest vont peut-être, parce que présentement, ils sont tout près du pôle Nord, donc on va peut-être vouloir se poser à Edmonton, Calgary, Vancouver, pour attendre que la réouverture au compte-gouttes qui se fera dès que les autorités auront le contrôle total de tout ce qui peut voler. Merci, Yvan Miville. Au revoir. Bon, Christine, avant qu'on regarde des images, parce qu'il y a beaucoup d'images qui nous parviennent de là-bas, on revient sur ce qui s'est passé, 8h48, le premier avion commercial qui percute une des deux tours. 18 minutes après, un deuxième avion, et là, on le voit très bien, qui percute la deuxième tour. Et là, c'est l'horreur, évidemment, qui se déclenche à New York. Effectivement, parce que là, la fumée s'échappe des deux édifices. On se demande ce qui s'est passé encore à ce moment-là. Le fait qu'il y ait un deuxième appareil qui touche la deuxième tour, ça venait nous dire que c'était volontaire à ce moment-là, parce qu'au début, on croyait que c'était un accident lorsqu'un appareil a heurté la première tour. Et donc, là, on voit les gens, justement, qui assistent à l'effondrement des deux tours du World Trade Center. Vous voyez les résultats, une poussière inimaginable. On se croirait à la suite d'un bombardement. Et à partir de ce moment-là, également, au Pentagone, c'est l'alerte également, puisque on se pose des questions. Il y a eu un incendie, il y a eu une explosion, et tout à coup, on apprend qu'un appareil vole très bas. Un troisième appareil qui s'en vient. Et j'aimerais vous citer justement les commentaires d'un témoin. Il dit « J'ai vu ce gros avion d'American Airlines arriver rapidement et à basse altitude. Ma première idée est que je n'en avais jamais vu d'aussi bas. J'ai réalisé ce qui se passait juste avant qu'il ne percute le bâtiment, et c'est ce qu'a noté un capitaine à ce moment-là. Et au moment de la catastrophe, il y avait déjà de nombreux curieux qui se trouvaient autour du Pentagone parce qu'il y avait déjà un incendie qui s'était déclaré après l'explosion, plus tôt dans la matinée, de ce qui serait une bombe, selon un porte-parole du Pentagone. Alors là, ça nous explique un peu. Et puis, il y a ce quatrième appareil également près de Pittsburgh, c'est ça. Donc, 2 appareils de United Airlines, 2 appareils d'American Airlines, ça a été confirmé par la FAA américaine, qui ont été perdus dans le ciel à un certain moment donné. Bon, puis on revoit encore des images de ces deux tours qui ne sont plus là. On les voit, mais elles ne sont littéralement plus là. Elles ont été rayées de la carte. Je vous rappelle que 40 000 personnes travaillaient dans ces deux tours-là de 110 étages. 150 000 personnes pouvaient s'y rendre à chaque jour. Et il y a un haut gradé de la police de New York qui a dit, il n'y a pas si longtemps, que les morts et les blessés pourraient se compter littéralement par milliers. C'est une catastrophe, effectivement. Vous voyez, on a l'impression de cheminées qui s'effondrent parce qu'on voyait tellement de fumée qu'on avait l'impression qu'il s'agissait d'immenses cheminées qui envoyaient dans le ciel de la fumée. Et là, tout à coup, tout cela s'effondre. On est en fin d'avant-midi à ce moment-là et c'est incroyable parce que
cet édifice-là avait déjà survécu à un attentat en 1993. C'est ça, la fameuse dans son bombe, sous-sol, ouais. effectivement. Et tout New York est complètement bloqué. Et évacué dans une grande portion. Les voitures ne circulent plus, le métro ne circule plus. Beaucoup de gens sont probablement prisonniers de la ville de New York en ce moment. Ils ne peuvent pas retourner chez eux au New Jersey. Et c'est ce qui est très intéressant, effectivement. Il y a des Canadiens qui sont là. Le ministère des Affaires étrangères souhaite obtenir l'identité des Canadiens qui se trouvent en sol américain afin de prendre des mesures pour s'assurer de leur sécurité. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du ministère. Donc, signalez la présence de vos proches qui seraient présentement à New York. Un numéro de téléphone pour ce faire, 1-800-387-3124. Je vous rappelle qu'à Ottawa également, le sergent d'armes des communes vient de faire savoir que, bien que rien n'indique que le Parlement canadien soit menacé, la sécurité a été renforcée à titre de mesures préventives. À Toronto, on a évacué la tour du CN. Le tunnel, bien sûr, entre Détroit est fermé présentement. Fermé. Et maintenant, tous les postes frontaliers canadiens sont présentement fermés, de même que les postes frontaliers entre les États-Unis et le Mexique. Et on m'apprend à l'instant que les vols, j'imagine que ce sont les vols intercontinentaux ou les vols de l'Est. Enfin, Guy Leblanc, qui est à Moncton, va nous préciser tout ça. Guy, qu'est-ce que vous savez sur les vols qui sont détournés là, vers l'Est du pays? Bon, actuellement, on me dit que les deux principaux aéroports à Terre-Neuve, soit Gander et Saint-Jean, sont pleins à capacité. Et Halifax, il y a à peu près 70 avions transatlantiques qui sont détournés sur Halifax. Moncton, ici, présentement, bon, il y a 3 appareils qui ont été détournés sur Moncton. Un avion, c'était un vol interne. Les 2 autres, il y a un appareil qui partait des Pays-Bas avec des touristes en direction du Mexique, là, et il devait passer par les États-Unis. À peu près 150 passagers qui sont descendus ici à Moncton. Et il y a aussi un Airbus d'Air France qui a atterri à peu près 1 heure. Actuellement, les passagers qui s'en allaient vers Chicago, actuellement, ils passent la douane ici à Moncton et ils seront pris en charge par la Croix-Rouge et les autorités locales ici. Oui, on me dit aussi, on vient de me donner une dépêche, Guy, qui dit que les passagers des avions qui sont déroutés vers le Canada seront peut-être dans un premier temps dirigés vers des bases militaires parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on doit accueillir. Et ensuite, on les dirigera vers Mirabel et Québec. Dès que les aéroports, j'imagine, pourront les recevoir, pourront faire en sorte qu'ils puissent s'envoler à leur destination. Mais il va falloir attendre que les aéroports américains soient ouverts aussi. Oui, tout à fait. Ici, on attend encore une vingtaine de vols au cours de l'après-midi, ce qui fait à peu près 4 à 6 000 passagers. Bon, Guy, je vais vous interrompre. On me dit que Oussama Ben Laden, ce milliardaire saoudien réfugié en Afghanistan, on l'écoute en ce moment. Le terrorisme est quelque chose de terrifiant qui est mené par des gens qui haïssent, des gens pleins de haine. Et cet incident, d'un point de vue humanitaire, est terrifiant et c'est clair. Des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez reçu de l'information, des détails de la part des États-Unis, de quel ordre que ce soit? Aucun contact jusqu'à présent. Et, Bon, manifestement, ce n'était pas Oussama Ben Laden. On peut présumer que celui qu'on voyait, c'était un porte-parole du régime taliban en Afghanistan. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment entendu à cause de la qualité sonore ce qu'il disait, mais probablement qu'un résumé nous viendra très, très bientôt. Guy Leblanc, vous êtes toujours à Moncton? Oui, oui. Bon, vous avez d'autres détails là, sur le détournement de ces avions dans votre région? Non, tout simplement, on a interrogé des passagers qui nous disaient, sur l'avion comme tel, ils n'ont rien su. La seule chose on leur disait quelques informations comme ça, mais lorsqu'ils arrivent au sol, ils étaient vraiment curieux de savoir ce qui s'était passé réellement aux États-Unis et qui expliquerait pourquoi on les interpelle comme ça en plein vol. Merci, Guy.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Peut-être une petite annonce qu'on peut faire. La Lufthansa a annoncé la suspension de ses vols de la soirée à destination du Proche-Orient, Tel Aviv, Beyrouth et Amman. D'autres détails vont suivre, donc on craint un petit peu ce qui pourrait se passer là-bas. Mais ce qui me surprend, moi, Christine, c'est que Joyce Napier nous disait que les vols israéliens, mais peut-être que ce sera contredit bientôt, continuaient leurs envolées, mais escortés par des appareils militaires. En tout cas, si je me souviens bien ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Mais ces appareils militaires ne doivent pas entrer, j'imagine, dans les espaces aériens des pays où ils doivent se rendre, effectivement. Vous avez du nouveau de votre côté? Oui, déclaration imminente du président George Bush en direct de Barksdale, en Louisiane. Il était à Sarasota ce matin et comme la Maison-Blanche a été évacuée, il n'y a aucune raison pour M. Bush de se rendre à Washington. Donc, il est parti de Sarasota en Floride. Il s'est rendu à Barksdale, en Louisiane, et de là, il fera une déclaration au cours des prochaines minutes. Barksdale, c'est une base militaire, très bien équipée en chasseurs et tout ce qu'on veut, là. Effectivement. Bon, on avait le maire Bourque tout à l'heure. On me disait que le maire Bourque, Pierre Bourque, a fait une déclaration. Est-ce qu'on peut entendre la déclaration du maire Bourque? Représentant de la presse et surtout chers Montréalais qui m'écoutez actuellement, suite aux événements tragiques survenus ce matin aux États-Unis, la ville de Montréal, nous suivons de minute en minute les événements qui se déroulent, comme vous tous d'ailleurs. Nous témoignons notre profonde sympathie et solidarité pour les victimes. Il y en a beaucoup de victimes, à ce qu'on dit, non seulement à New York, mais aussi dans tous les États-Unis. Je voudrais en particulier souligner ma sympathie au maire de New York, M. Giuliani, au peuple américain, pour cette immense souffrance auquel il est confronté aujourd'hui. Je dénonce vigoureusement la barbarie des attaques, de façon barbare, brutale, inattendue. Je me suis déjà entretenu avec M. Chrétien, le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec, avec M. Ménard. Nous sommes en communication constante et j'offre toute la collaboration de la Ville et des Montréalais dans quels que soient les événements qui pourraient se dérouler. À la Ville de Montréal, déjà, nos mesures d'urgence sont réunies. Donc, M. Michaud, le directeur des pompiers, des incendies, de la police, mesures d'urgence, la direction générale. Donc, nous vous assurons un monitoring de la situation, minute après minute. Alors, ils sont à la portée immédiate et ils ont les outils nécessaires pour faire les gestes appropriés dans les circonstances. Moi, ce que je voudrais surtout demander à la population, c'est de rester calme. Je voudrais les inviter à prier, à méditer, à réfléchir. Dans des occasions pareilles qui ne sont jamais arrivées dans nos vies, enfin dans la mienne et la plupart des gens qui m'écoutent, je crois qu'il faut prier, il faut méditer, il faut aussi être solidaire et faire en sorte que passer à travers ces terribles épreuves que nous subissons tous. Restez calme à la maison. So in view of this morning tragic events in the United States, my first thought, of course, is to express my profound sympathy to all the families in the United States. Est-ce qu'on a du nouveau, Christine, de votre côté? Oui, en fait, toujours cet appel aux Canadiens qui voudraient avoir des renseignements sur les gens de leur famille. Un numéro de téléphone, ce 1-800-387-3124. Des amis, des proches qui seraient à New York présentement. Le ministère des Affaires étrangères voudrait le savoir le plus rapidement possible. On va essayer de prendre contact avec eux de façon à rassurer ces familles, à les mettre en contact le cas échéant. Une question qui me vient à l'esprit. Mme Baudouin qui va nous faire un point de presse un petit peu plus tard cet après-midi. D'ailleurs, pour nous parler peut-être éventuellement de la délégation générale du Québec à New York. Oui. Et de ce groupe qui était parti de Québec pour participer à cet événement qui s'appelle la Saison du Québec à New York. Après le Printemps du Québec à Paris, il y avait la Saison du Québec à New York, dont le porte-parole était le coureur automobile, M. Villeneuve. Donc, effectivement. Mais une question qui me vient à l'esprit à la suite de ces événements qu'on suit depuis 9 h ce matin, tous les deux, ce 4e appareil qui se serait écrasé près de Pittsburgh, avait-il une équipe de pilotage habituelle? Qu'est-il arrivé à cet appareil puisque les 3 autres appareils ont touché des cibles américaines? Cet appareil, d'où venait-il? Où allait-il? Et pourquoi s'est-il écrasé près de Pittsburgh? C'est une question qui reste en suspens pour l'instant. S'agissait-il d'un appareil qui avait une mission? C'est ça, une mission de terrorisme ou s'agit-il simplement d'un accident? Le cas échéant, il est un fait qui est clair. 4 appareils sont disparus de tout contrôle au cours
cours de l'avant-midi et c'est ce qui a engendré concernant l'origine de ces attentats, tout à l'heure, on voyait probablement un porte-parole du régime des talibans. Malheureusement, on entendait extrêmement mal ce qu'il disait. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que l'ambassadeur du régime taliban au Pakistan a condamné ces attaques-là, ces attaques terroristes contre des villes américaines ce matin. Ce qu'on sait aussi, c'est que le Front démocratique de libération de la Palestine, qui peut-être dans un premier temps, enfin, quelqu'un à sa place avait revendiqué la série d'attentats, le Front démocratique de libération de la Palestine a catégoriquement démenti tout ça, ce qui fait qu'on n'est pas bien plus avancé. Là. On parle du régime taliban en Afghanistan. Peut-être que ça suscite des questions dans notre esprit. On peut peut-être vous donner quelques éléments d'histoire. Le mouvement des talibans est né dans les camps de réfugiés au Pakistan pendant la guerre entre l'Afghanistan et l'URSS. Il est au pouvoir en Afghanistan depuis 1996. On sait que c'est ce régime qui impose la loi de la charia, qui interdit entre autres aux femmes d'étudier, de travailler, même d'avoir des soins médicaux. Il interdit également aux hommes de se raser. On accuse le régime taliban d'abriter en Afghanistan l'ennemi public numéro 1, Oussama Ben Laden. Qui est un milliardaire qui aurait éventuellement, mais il faut faire très attention. Et c'est celui qu'on imagine comme qui a des moyens financiers importants, effectivement. Ça, on peut le dire. Donc, on dit que les talibans, effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, sont responsables de la destruction de 2 Bouddhas géants qui appartenaient au patrimoine mondial dans la falaise de Bamia. Ça s'est passé en mars 2001. Ça avait soulevé l'indignation mondiale. On dit que les talibans sont considérés parmi les plus grands trafiquants de drogue au monde et ils sont au banc de la communauté internationale depuis quelques années déjà. Je vous rappelle que le président George Bush annonce que l'armée est en état d'alerte. Il doit faire une déclaration à ce sujet dans les prochaines minutes et que les frontières entre les États-Unis et le Mexique, de même que les frontières entre les États-Unis et le Canada, sont présentement fermées à toute circulation. Christine, on revient sur les événements. Tout commence à 8h48 ce matin. Un premier avion de ligne, probablement un gros porteur, percute une des 2 tours du World Trade Center, des tours de 110 étages, des tours jumelles dans lesquelles 40 000 personnes travaillent. 18 minutes précisément après, et vous allez probablement voir l'avion, il y a un deuxième avion qui s'approche des tours, de la 2e tour, vous le voyez. Cet avion-là s'approche de la 2e tour, percute la tour. Il y a une explosion absolument incroyable. C'est la panique déjà. Claude Deschênes nous disait il y a quelques heures que les gens sautaient littéralement, certaines personnes sautaient des fenêtres du World Trade Center pour fuir l'enfer. Environ 1 heure après les explosions, après ce télescopage des avions sur les tours, une des 2 tours s'effondre. Ensuite, la deuxième tour et là c'est le chaos complet. Et là, c'est la confusion totale dans la poussière, parce qu'on peut s'imaginer autant de débris. Imaginez des tours de 110 étages qui s'effondrent. C'est pas peu de choses, là. Alors, la poussière, les débris, tout ça crée un nuage de fumée parmi lesquels les gens vont un peu à l'aveuglette, essaient de trouver leur chemin, essaient de sortir de ce périmètre, parce qu'on avait quand même établi un périmètre à la suite des deux premiers incendies et explosions. Alors, et par ailleurs, dans toute cette confusion, on apprend qu'à Washington, le Pentagone, il y a un incendie, curieusement, et là, un appareil va s'effondrer contre le Pentagone également. Donc, le toit, une partie du toit s'effondre, puis on parle encore une fois d'un édifice où travaillent de 20 à 25 000 et à personnes. Très haute sécurité. Donc, 3 avions qui se trouvent impliqués dans des effondrements ou dans des attaques. Et puis là, on apprend quelques minutes après qu'un appareil s'écrase près de Pittsburgh. Donc, 2 appareils d'American Airlines, 2 appareils de United Airlines. Et puis, l'espace aérien de la région de Washington est particulièrement surveillé, bien sûr à cause du Capitole, mais surtout, évidemment, à cause de la Maison-Blanche. Alors, c'est assez... Et il y avait des témoins. Claude Deschênes nous a dit que lui-même, ce matin, si on revient à New York, avait vu un avion qui volait avec très, très basse altitude. Il s'est interrogé là-dessus. D'autres témoins, les dépêches nous l'apprennent, ont vu des avions, un avion en tout cas qui volait à très basse altitude. Il faisait très beau, on le voit sur les images. C'est magnifique. Et comme disait Yvan Miville-Deschênes, c'était très facile pour quelques pilotes que ce soit de voler à vue, si on peut dire, même s'il s'agit de gros porteurs, et de se diriger contre des édifices comme ceux-là. Et on peut s'imaginer, il faut voir l'heure, 8h48, vous et moi, on entre au bureau à cette heure-là. Je pense qu'on fait des prières pour que les gens n'aient pas été dans ces tours-là, parce que, comme le disent des très hauts gradés de la police de New York, il faut penser là, que le nombre de morts et de blessés va se chiffrer par milliers. On ne sait pas encore si les hôpitaux de la ville sont capables de répondre à l'afflux de blessés qu'il va y avoir. Et c'est un symbole, le World Trade Center, il faut le dire. Le World Trade Center, c'est un édifice qui symbolise la suprématie économique des États-Unis, parce que dans ces édifices sont situés plusieurs bureaux de tous les courtiers
et immobilier. D'ailleurs, les marchés boursiers sont, pour ainsi dire, effondrés un peu partout dans le monde à la suite de cet événement. Et il faut rappeler également l'appel du maire Giuliani à New York qui a lancé un appel au calme. Il a dit « Restez calme ». On a évacué tout le secteur là où sont situées les 2 tours du World Trade Center. Il a dit « Je n'ai reçu aucun appel, aucune menace. Je n'avais jamais prévu que pouvait survenir un tel événement. » Et toute la ville de New York est bloquée, Christine. Je pense que c'est important à dire. Oui. Et je le répète, il y a beaucoup de gens qui habitent la banlieue éloignée de New York, qui considèrent que c'est pas vivable à New York, donc qui habitent à Newark, qui habitent le New Jersey, et parfois loin, à 30 ou 40 kilomètres. Ils font ça tous les jours. Et ce sont des gens qui... ils sont bloqués, ils sont prisonniers de la ville pour l'instant. Et les New-Yorkais aiment arriver tôt au travail, de façon à pouvoir sortir tôt de la ville, comme on essaie de le faire ici à Montréal. Lorsqu'il y a beaucoup de circulation, on essaie de rentrer plus tôt, d'éviter la cohue du matin. Tous les aéroports américains complètement bloqués. Il n'y a plus un seul avion dans le commercial, en tout cas dans le ciel américain. Yvan Miville-Deschênes nous disait tout à l'heure qu'il n'y a que des AWAC, ces espèces d'avions radars, parce qu'on craint une répétition des attentats. Tous les aéroports canadiens sont également bloqués. En début d'émission, on disait que c'était jusqu'à 14 heures, mais là, il faut se rendre compte que ce sera pour une bonne partie de la journée. Circulation ferroviaire également. Circulation ferroviaire dans l'Est toute américain. Toute la côte Est, autour de New York, Amtrak a fermé ou a interdit toute les circulation. Les avions américains en provenance de l'étranger sont détournés vers le Canada. Oui. Gander ne peut plus recevoir d'appareils. C'est plein. Fredericton, c'est plein. Moncton, on se demande comment on va faire. On essaie de ranger les appareils sur le bas-côté, on va emmener les gens sur des bases militaires, d'après ce qu'on me disait tout à l'heure, et on les ramènera vers les aéroports de Mirabel et de Québec au fur et à mesure de la réouverture des aéroports canadiens et américains. Et comme tous nos téléspectateurs sont canadiens, c'est important de le dire, vous avez des gens, des amis, des proches, des membres de votre famille à New York, vous voulez avoir des renseignements, le ministère des Affaires étrangères est bien prêt à vous donner des renseignements. On va essayer d'établir des contacts entre vous et les gens qui se trouvent dans ce secteur-là. 1-800-387-3124. Et je le répète une autre fois, 1-800-387-3124. Des milliers de victimes, on peut s'y attendre. Aucun bilan encore à cette heure-ci. Et le maire Giuliani qui disait que des gens étaient brûlés de la tête aux pieds et qu'on a même sauté justement de l'édifice pour tenter de survivre. On va rejoindre Christine Saint-Pierre à Washington. Christine, je crois que vous êtes dans la rue maintenant. Oui, en fait, je reviens de la rue. Le centre-ville de Washington se vide peu à peu. Il y a à peu près plus de voitures et énormément de sécurité. Tous les entourages de la Maison-Blanche, évidemment, sont bouclés. Les gens ont été évacués de tous les édifices fédéraux. Le secrétaire d'État, M. Powell, a annulé son voyage qu'il devait faire en Colombie. On attend d'une minute à l'autre les commentaires du président Bush, qui n'est pas revenu à Washington, mais qui s'est dirigé plutôt vers la Louisiane. Il était ce matin en Floride. Parlant de ces gens qui ont été évacués, j'en ai rencontré quelques-uns tout à l'heure. Ils sont tout à fait surpris de la faiblesse des services de sécurité américains. On les écoute. You know, I can't believe that our State Department and our FBI didn't know something was going on, that they would suspect something or have some idea that something was going to happen. I had hoped that our nation's security was such that this couldn't happen, but the reality is that when you have people out there who are intent on inflicting harm, it's very difficult to stop them. Il va y avoir des grandes questions qui vont se poser, hein? Ah oui, tout à fait. Et pour ce qui est de la vie quotidienne, évidemment, ici, tout est bousculé. Les restaurants sont tous fermés. On dit que certaines épiceries, les gens font la file pour faire des provisions. On dit que les banques limitent les sorties d'argent comptant que vous pouvez faire. Et également, ce qui est moins joyeux encore, c'est qu'on craint dans les hôpitaux américains une pénurie de sang. C'est le cas, en tout cas, à New York. On craint à New York qu'il y ait une pénurie de sang. Alors, vous voyez, les choses s'enchaînent et évidemment, toute la situation est loin d'être maîtrisée. Il faut évidemment soigner ces gens-là qui ont été blessés. Et ce que les Américains vivent, Christine, c'est exact... Alors, je pense qu'on va aller écouter le président Bush immédiatement. On n'entend pas. On n'entend pas. Well, obviously we're having... Bon, malheureusement, on ne pouvait pas entendre ce que le président Bush avait à nous dire. Christine, on essaiera de revenir au président Bush, mais ce que j'allais vous dire, c'est que les Américains à Washington vivent... Ça me rappelle terriblement la conversation téléphonique que j'ai eue avec Joyce Napier il y a quelques jours, finalement. Il y avait eu un attentat à Jérusalem. Ils vivent le même genre d'horreur maintenant.
Ah oui, écoutez, ils sont sous le choc. C'est l'état de crise ici. Et M. Powell, tout à l'heure, le secrétaire d'État, a fait une déclaration disant qu'il promettait aux Américains que personne ne pourrait porter atteinte à la démocratie, porter atteinte, ne laisserait pas le terrorisme prendre le dessus. Mais écoutez, avec ce qu'on vit aujourd'hui aux États-Unis, l'Amérique est tout à fait sous le choc et surtout sous le choc de voir que les services de sécurité n'ont pas pu prévenir une telle catastrophe. Surtout dans le ciel de Washington, Christine, qui est quand même, on le disait, Christine et moi tout à l'heure, l'endroit le plus protégé des États-Unis. Oui, et surtout le Pentagone, on dit que c'est un espace aérien extrêmement limité, extrêmement strict en matière de sécurité. Et c'est un avion de United Airlines, un avion commercial qui est tombé sur le Pentagone. Christine, on va aller au président Bush immédiatement. On peut y aller maintenant, d'accord. J'aimerais rassurer le peuple américain que toutes les ressources du gouvernement fédéral viennent en aide aux autorités locales afin de sauver des vies et afin d'aider les victimes de ces attentats. Comprenez-moi bien, les États-Unis vont pourchasser et punir les auteurs de ces attentats lâches. Je suis en contact avec le vice-président, le secrétaire à la Défense, l'équipe de la Sécurité nationale et mon cabinet. Nous avons pris toutes les dispositions relatives à la sécurité afin de protéger notre population. Nos militaires, ici comme outre-mer, sont en état d'alerte maximale. Et nous avons pris les précautions nécessaires pour que le gouvernement puisse fonctionner normalement. Nous sommes en contact avec les leaders au Congrès et avec les chefs d'État et de gouvernement afin de les assurer que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger l'Amérique et les Américains. Je demande à mes concitoyens de se joindre à moi en disant merci à tous ceux qui travaillent sans relâche pour secourir nos compatriotes et aussi peut-être pour dire une prière pour les victimes et pour leurs familles. La détermination de notre grande nation est mise à l'épreuve, mais ne vous y trompez pas, nous montrerons au monde entier que nous pourrons justement nous acquitter de cette responsabilité et de surmonter ce défi. Que Dieu vous bénisse. Oui, alors c'était le président américain George Bush, évidemment, qui est sous le choc. Il parlait de la Louisiane, où il s'est rendu après avoir il était en Floride ce matin. Alors, il a dit évidemment qu'il allait punir. Il a promis que les responsables de ces attentats allaient être punis. Il a dit que toutes les mesures de sécurité seraient prises pour protéger les Américains, que les militaires américains étaient sur un état d'alerte partout à travers le monde. Ouais. Il a dit qu'il allait continuer aussi de faire en sorte pour que le gouvernement continue de fonctionner. Il a obtenu l'assurance des partis à ce sujet. Il a répété qu'il protégerait l'Amérique et les Américains. Et il a terminé en remerciant les services d'urgence pour leur travail ce matin. C'est exceptionnel. Mais on revient là-dessus, Christine. Les services secrets vont se faire poser. La CIA, enfin, peu importe la National Security Agency, vont se faire poser de très, très grandes questions. Il y a ce journaliste à Londres qui disait qu'Oussama Ben Laden avait menacé il y a 3 semaines de faire une série d'attaques extrêmement bien planifiées. On ne peut pas dire que c'est ça, on ne le sait pas, mais l'espace aérien au-dessus de Washington, je le répète, est un des supposément mieux gardés du monde. Il y aura donc d'énormes questions qui vont être posées là. Ah oui, c'est ce qui est sur toutes les lèvres lorsqu'on va à l'extérieur ici. Et les mesures de sécurité là, sont très, très, très strictes. Pour entrer dans le building tout à l'heure, il a fallu qu'on monte nos cartes de sécurité, nos cartes d'identité, les passeports et
tout ça. Pour être capable de pénétrer dans le building, il y avait 5 agents de sécurité qui nous demandaient où on allait et qui était notre superviseur dans le bureau. D'accord. Alors, c'est vraiment ici l'état d'alerte totale. Le centre-ville, je vous le répète, se vide presque complètement. Le métro est fermé. Il s'est fermé les gens pour permettre aux gens, en fait, il a continué pour permettre aux gens là, de sortir de Washington, les gens qui étaient évacués. Mais il n'y avait plus de métro qui fonctionnait à l'entrée de Washington. Évidemment, au Pentagone, il a été fermé. Bon, on n'a pas de nouvelles du Pentagone, justement, là, du nombre de blessés ou de morts. On n'a aucune nouvelle de ça. Hein? Non, pas encore. On sait évidemment qu'il y a des morts, qu'il y a beaucoup de blessés. Le Pentagone, c'est un édifice qui abrite plusieurs milliers de personnes. On parle de 20 000 civils qui travaillent au Pentagone. Alors, vous pouvez vous imaginer ce que ça peut représenter comme... En fait, perte de vie ce matin. L'avion se serait possiblement attaqué à une aile particulière du Pentagone qui abrite le leadership de l'armée. Le haut commandement de l'armée. Le haut commandement de l'armée. C'est à confirmer cette information qui venait de général Clark qui avait dirigé les forces de l'OTAN au Kosovo. C'était en regardant les images à la télévision qu'il faisait ce genre de commentaires. Christine, on sait que tous les aéroports américains, je le répète, sont complètement fermés. Au Canada, c'est la même chose. Il va être intéressant maintenant d'aller peut-être en Europe voir ce qui peut se passer là-bas. On va essayer d'aller rejoindre Guy Gendron, qui se trouve à Paris. Guy, est-ce que c'est la même chose en Europe? Est-ce que les aéroports sont fermés ou c'est plus libre là-bas? Non, les aéroports ne sont pas fermés ici, mais la plupart des compagnies aériennes ont rappelé leurs avions qui étaient en route au-dessus de l'Atlantique. Air France a rappelé 7 avions. Il y en a 3 autres qui ont été détournés vers le Canada parce qu'ils étaient trop proches de leur destination. Il y a Israël qui a fermé son espace aérien, cependant, aux avions provenant de l'étranger. Ceci dit, c'est la consternation ici en Europe. Vous pouvez l'imaginer également. Les 15 ministres des Affaires étrangères vont se réunir d'urgence demain. Ici à Paris, le gouvernement a tenu ou tient à ce moment-ci une réunion de crise. On a décrété un renforcement du plan de sécurité antiterroriste. Par exemple, plusieurs bureaux de compagnies commerciales américaines situés en particulier dans l'édifice de la Défense, l'Arche de la Défense, ont été évacués cet après-midi. Donc, on se méfie que ces actes terroristes-là qui se sont produits aux États-Unis fassent boule de neige, donc à l'extérieur. Oui, au niveau de la rue, Guy, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous promener un petit peu dans les rues de Paris. Est-ce que les gens en parlent? Est-ce que les gens ont des réactions sur ce qui s'est passé à New York et à Washington? Bien, ça s'est passé ici en milieu de journée. Pour la plupart des Français étaient au bureau, au travail. Les émissions de radio et de télé là, parlent de ce sujet-là à profusion. Je pense que ce qui domine ici, c'est bien sûr l'horreur pour tout le monde, mais c'est aussi, d'une certaine façon, déjà une analyse de ce qui se passe. On parle d'un Pearl Harbor du terrorisme, d'un premier attentat terroriste planétaire, parce que ça n'a pas seulement secoué les États-Unis, ça secoue la planète. Et vous savez, les Européens sont assez critiques de l'administration Bush. Juste pour vous donner un exemple, je vous montre la première page du Libération d'hier. Bush aux abonnés absents dans le conflit au Proche-Orient. Oui. Beaucoup en Europe critiquent sévèrement l'administration Bush pour s'asseoir sur ses mains, comme on dit, avec le conflit au Proche-Orient. Et vous savez, il n'y a pas seulement M. Ben Laden, il y a 3 semaines, qui avait avisé le monde entier qu'il préparait des attentats contre les Américains. M. Moubarak d'Égypte, pourtant un allié des Américains, avait émis le même genre de commentaires en disant si les Américains continuent à se laver les mains de ce qui se passe au Proche-Orient, eh bien, ils en subiront un jour les conséquences. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Ce à quoi on assiste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Je reviens là-dessus, Guy. On peut penser aux attentats du groupe islamiste armé il y a quelque temps. Est-ce qu'il y a une certaine inquiétude à Paris sur ce qui pourrait se passer à Paris à la suite de ce qu'on a vu aux États-Unis? Bien, sans aucun doute, parce que, vous savez, Paris a été dans le passé souvent la cible d'attentats terroristes venant du côté arabe, palestinien ou islamique, comme vous choisirez. Ça s'est produit à plusieurs reprises. Ceci dit, maintenant, l'Europe est plus sympathique aux aspirations des Palestiniens du point
du côté des déclarations publiques que ne le sont les Américains. Et sans doute qu'on compte là-dessus un peu pour se prémunir des attaques qui pourraient survenir. Ceci dit, on ne prend pas de chance. Et comme je vous le disais, on a décrété là, un renforcement des mesures de sécurité antiterroriste sur tout le territoire français. Merci beaucoup, Guy. On reviendra à vous un peu plus tard. Il n'y a pas de quoi. Je pense que tout le monde a vu, comme nous, ces 2 tours du World Trade Center. Elles ont 110 étages chacune, je vous le répète. Elles ont été percutées chacune par un avion différent ce matin. Mais non seulement elles ont été percutées, on les a vues sous nos yeux s'effondrer l'une après l'autre. Alors, on a un ingénieur en structure qui est avec nous, Alain Deshommes. Monsieur Deshommes, comment est-ce que c'est possible que des tours comme ça, évidemment, le choc a dû être absolument extraordinaire, mais on disait que ces tours-là avaient justement été prévus pour résister à ce genre de choses-là. Écoutez, la première impression que nous avons au bureau et que j'ai, c'est que la tour en elle-même a bien résisté à l'impact de l'avion. La plus belle preuve, c'est que le premier impact qu'il y a eu s'est présenté autour de 8h58 et que la première tour s'est effondrée à peu près 1h30 après. Donc, c'est une bonne preuve que la tour a résisté à l'impact. La problématique, ou du moins ce qu'on pense présentement, c'est que c'est une problématique reliée au feu. Le feu aurait endommagé la partie structurale, les poutres et colonnes d'acier, et c'est suite à ce feu-là qu'il y aurait eu effondrement du bâtiment. Écoutez, c'est peut-être une question, c'est une hypothèse qui est peut-être farfelue, mais est-ce que les gens qui ont planifié l'attentat pouvaient prévoir ou ont pu s'organiser d'une certaine manière pour que on fasse le maximum de dommages et que les tours s'effondrent? Est-ce que c'est quelque chose qui pouvait être prévisible, ça? Je crois pas. Je pense que peut-être qu'un des exemples, je pourrais pas vous rappeler la date, mais il y a eu, dans un certain nombre d'années, une bombe qui a explosé au World Trade Center ou quelque chose du genre. En 86, En 86, il y a quand même des grosses sections de colonnes qui ont été démolies. Le bâtiment a résisté. C'est relativement difficile de détruire un bâtiment. Ces bâtiments-là ont été construits pour résister à des efforts de vent énormes. Sûrement plus important que l'impact d'un avion dans un bâtiment. Donc, on peut imaginer, et c'est ce que vous nous dites, que cette tour-là, enfin, les 2 tours ont quand même résisté une bonne heure, et même, vous dites, 1h30, donnant le temps aux gens de fuir, là. Absolument, oui. Mais comment, je reviens là-dessus, là. Comment est-ce possible qu'une tour aussi massive, 2 tours aussi gigantesques, soient soufflées comme des fétus de paille, comme ça? Écoutez, présentement ici au Canada, je ne connais pas la résistance au feu des bâtiments aux États-Unis. Au Canada, ici, on demande à la construction que le bâtiment résiste au feu pendant 2 heures, afin de permettre aux gens de sortir de ce bâtiment-là. Si la protection contre l'incendie a été enlevée des colonnes périphériques et d'acier, la résistance et la capacité portante de ces colonnes-là ont été énormément endommagées. Il suffit d'avoir perdu 20 de cette capacité-là et ça a permis un effondrement de la section touchée par le feu. Et à ce moment-là, tout le bâtiment s'est écroulé un étage par an. Mais est-ce que je vous suis bien? Est-ce que vous impliquez que le premier incident aurait pu affaiblir déjà ou quoi? C'est ce qu'on est en train de vérifier. On est en train de vérifier, c'est exactement comment le bâtiment a été construit. La première information qu'on a, c'est qu'il y aurait un corps de béton à l'intérieur avec des colonnes périphériques et des trusts qui se situent entre le corps de béton et puis les colonnes. On est un peu troublé par le fait que les planchers n'auraient pas été détruits par l'impact, mais on est en train de valider cette information-là. Oui. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Deshommes. Merci. Merci infiniment. Bon, Christine, qu'est-ce que vous avez de nouveau? Bien, écoutez, on pourrait peut-être revoir justement le tableau de ces appareils dont on a perdu le contrôle au cours de l'avant-midi et qui a mené à ces événements, tristes événements. Regardez, un appareil d'American Airlines, 92 passagers. Il s'agit du vol 11 qui effectuait la liaison entre Boston et Los Angeles. Le deuxième appareil, American Airlines également, 64 passagers. Il s'agit du vol 77 qui effectuait la liaison entre Washington et Los Angeles. Maintenant, deux vols de United Airlines, un premier avec 45 passagers qui effectuait la liaison entre Newark et San Francisco, c'est le vol 93. Et puis United Airlines, 65 passagers, le vol 175 entre Boston et Los Angeles. On fait le calcul. À peu près 200, on fait l'addition, effectivement. 92, 64, 45 et 65 passagers. On peut s'imaginer effectivement que ces personnes-là ont péri dans les accidents ou les écrasements, ou soit lorsqu'on a percuté les tours, effectivement. Bon, on apprend à l'instant que le président Bush vient de quitter la base de Barksdale, la base militaire de Barksdale. On ne sait pas vers quelle destination il se dirige. Ce qu'on apprend également, Daniel Leroux, à Ottawa, c'est que le Parlement vient d'être évacué.
Le Parlement n'a pas été évacué, mais par contre, il est maintenant fermé aux touristes. Je pense qu'on peut vous montrer des images de la colline parlementaire à Ottawa. On est en train d'installer des clôtures pour, en quelque sorte, barricader la place pour faire en sorte que n'entre pas sur la colline parlementaire qui veut. Il y a même des banques du centre-ville d'Ottawa qui ont fermé leurs portes. Il y a un communiqué qui a été mis par la greffière de la Chambre des communes, la greffière qui dit que le Parlement n'est pas considéré, ne se sent pas comme une menacée actuellement, mais que néanmoins, par mesure de sécurité, on a décidé d'améliorer, de rehausser les mesures de sécurité. Et parmi les mesures de sécurité, c'est que le Parlement est maintenant fermé aux touristes et les employés qui désirent s'en aller chez eux peuvent le faire, les employés de la Chambre des communes. Bon, on imagine que le premier ministre Chrétien a été extrêmement occupé ce matin. Vous nous parliez de réunions au plus haut niveau, là? Oui, il y a eu des réunions dans les ministères comme la Défense, comme celui du solliciteur général qui est responsable de la GRC, au bureau du premier ministre même. Jean Chrétien a fait des appels. Il a appelé d'abord le chef d'état-major de la Défense, Raymond Hainaut. Il a parlé également avec celui qui est le grand patron de la GRC, Giuliano Zaccardelli. Et il a communiqué également avec le chef d'opposition officielle, Stockwell Day, Gilles Duceppe. Les deux ont émis un communiqué pour promettre leur collaboration au gouvernement dans l'aide qu'il a offert aux Américains. Les frontières fermées aux affaires étrangères, ce qu'on nous dit, c'est qu'on entend effectivement cette information que les Américains ont fermé la frontière, même la frontière terrestre, pas seulement les aéroports. Et ça comprend la frontière canado-américaine. On est en train, aux affaires étrangères, de vérifier cette information-là, mais déjà, le ministère des Affaires étrangères conseille